Ça va être 3 jours de fatigue, 3 jours de labeur, 3 jours d'éclatement, 3 jours de plein de trucs. Plein de jours, vous allez prendre votre pied, vous allez vous en souvenir toute votre vie. On envoie du fat. Paris, le quartier de Saint-Germain-des-Prés, nous sommes début avril. Aujourd'hui, c'est le début de la campagne pour l'élection du bureau des élèves d'une école de commerce. Le bureau des élèves, c'est l'association étudiante qui sera chargée d'organiser toutes les soirées de l'école. Cette année, les Noirs affrontent les Roses. La liste rose est présidée par Romain. Et pourquoi vous êtes en rose? C'est tirage au sort. C'est pas nous qui avons choisi, on a tiré au sort. Il y avait 2 couleurs cette année, il y avait rose et noir. Pierre a tiré la couleur noire, donc moi j'ai hérité de la couleur rose. Une tradition étudiante qui, tous les ans, met la panique à l'aube dans un des quartiers les plus chics de Paris. On fait tout le temps du bruit dans le quartier. Donc vous êtes connus alors ici? Un peu, ouais, ils en ont un peu marre, je crois aussi. Cassez-vous, bande de voyous! Cassez-vous, bande de voyous! Ce matin, c'est la course du dragon, du nom de la rue où se trouve leur école, l'IPAG. La course du dragon, c'est un sprint sur toute la longueur de la rue. Le premier arrivé dans l'école pourra choisir le meilleur endroit pour coller son affiche. Tout le monde participe à la course. Les champions sont déjà loin devant. En tête, un noir et Romain, le président des Roses. La victoire est au bout du couloir. Les 2 étudiants ont percuté la vitre, qui a volé en éclats. La confusion est totale. Le coureur noir a même été coupé à la main, mais personne ne sait vraiment qui a gagné. Moi c'est nous. Non, c'est dégueulasse. Il s'est éclaté la main sur la vitre. Mais attends, c'est lui, il était là. Ils sont arrivés, les 2 ont tapé en même temps. J'étais là, C'est la vidéo qui va départager les 2 équipes. C'est assez clair, ce sont les Noirs qui ont gagné. Ils prennent aussitôt possession de l'espace d'affichage durement gagné, un morceau de pilier en plein milieu du hall d'entrée. Tous les ans, c'est un peu la même chose, mais l'enseignante responsable des animations semble trouver que cette année, les étudiants dépassent les bornes. Par contre, ce qui est bien quand je dis course du dragon, j'étais pas trop dac, et que c'est sous contrôle, machin, et que premier truc, une vitrine cassée, un étudiant coupé, le bazar dans toute l'école, au secours! L'école de la rue du Dragon est célèbre pour ses traditions festives. Ses élèves ont la réputation d'être parmi les plus remuants dans les écoles de commerce. Chaque année, pendant la campagne électorale, c'est le grand défoulement. Concours d'entrée, examen, grand oral. Aujourd'hui, la vie étudiante est une succession d'étapes stressantes. À Lille, Océane tente d'intégrer médecine. Le concours a la réputation d'être l'un des plus sélectifs de France. Impatiente, stressée, c'est dur. Alors, pour décompresser, les étudiants se lâchent. Chansons paillardes dans les amphis de médecine, soirée étudiante où tous les délires sont permis, week-end d'intégration avec bizutage, ambiance très chaude et alcool à volonté. Face à ces traditions et ces dérives, la loi essaie d'encadrer les débordements et la réglementation est de plus en plus stricte. Elle est fortement alcoolisée, elle est dans son vomi. Bon. On ne compte plus les accidents liés à l'hyperalcoolisation des étudiants. Coma éthylique, violence, noyade. Les parents sont désemparés, des familles sont brisées. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai perdu un jeune enfant de 19 ans. On voit des jeunes sur le trottoir dans des états pas possibles. Pendant un an, nous avons suivi les soirées déjantées d'une école de commerce à Paris. Les futurs médecins à Lille, entre stress et défoulement. Et des étudiants français dans l'une des plus anciennes universités d'Europe, au Portugal, où l'on ne plaisante pas avec les traditions. Cap noir, fêtes gigantesques et bizutage collectif. Les bisous doivent obéir, c'est un peu l'espace d'esclavage moderne.
Stress, alcool, bizutage, enquête sur la vie des étudiants. Lille, la plus grande fac de médecine de France. Chaque année, près de 3500 étudiants préparent ici le plus prestigieux des concours. Un gros changement lorsqu'on vient d'un petit lycée et qu'on arrive dans ces amphithéâtres surpeuplés. Ici, faute de place, le cours du professeur est retransmis sur un écran géant dans 3 autres amphis. Une année d'études acharnée, au bout de laquelle seul un étudiant sur 7 sera admis. Et un seul redoublement est possible. Nous sommes 1 mois avant l'épreuve fatidique. Parmi les candidats, il y a Océane. Elle a 19 ans, elle est redoublante. Pour elle, c'est l'année de la dernière chance. Moi, je suis pressée que ça se termine parce que 2 ans sans sortie, c'est long. Océane est originaire de Douai, à 30 km de Lille. Dans sa famille, personne n'a fait de longues études. Si elle réussit, elle sera le premier médecin de la famille. Bonjour ma chérie. Comme chaque week-end, elle retrouve sa maman. Oui, et toi? Celle-ci est fière des ambitions de sa fille. Mais elle s'inquiète des cadences infernales auxquelles Océane doit se soumettre pour espérer devenir médecin. L'année dernière, je travaillais déjà beaucoup, mais je pensais pas pouvoir faire plus, quoi. Et finalement, en redoublant, j'ai encore travaillé plus. Et on découvre un peu nos limites, quoi. Toujours travailler comme ça, toujours apprendre, toujours travailler, toujours apprendre. Je sais pas comment elle tient ce rythme et comment elle emmagasine autant de cours. Normalement, à son âge, on a quand même des activités, on a des loisirs, on a des... Et bon, là, cette année, Océane n'a profité de rien du tout, si ce n'est que de ses cahiers, quoi, en fait. Bon, en général, à part arrête de réviser, elle peut pas me dire grand-chose, mais... Et puis bon, je l'écoute pas parce que je sais pas m'arrêter, mais si, c'est important d'avoir le soutien de sa famille, parce que sinon, on est vraiment tout seul, quoi. À peine arrivée chez sa mère, Océane regagne sa chambre d'enfant et se replonge dans ses révisions. Depuis 2 ans, elle a fait une croix sur sa vie sociale. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant le concours de médecine. Aujourd'hui, 17 mai, c'est le jour J. À Douai, la faculté de médecine a loué le Palais des Expositions, un espace suffisamment vaste pour accueillir les 3200 candidats au concours. Philippe de Ruel, médecin et assesseur de la fac de médecine, est responsable des étudiants de première année. Il va veiller au bon déroulement des épreuves. Les personnes qui sont au voile peuvent se mettre en place, on ne va pas tarder à ouvrir. Stress, angoisse, concentration. On peut ouvrir. Aujourd'hui, les candidats jouent très gros. Attention, les étudiants vont arriver. Seuls 448 étudiants seront admis. Des reçus qui seront presque assurés de devenir médecins. Ça va, c'est bien, le flux est très continu, il n'y a pas de souci, qu'on continue comme ça. L'entrée se fait par petits groupes pour éviter les bousculades. Océane est confiante, elle maîtrise le programme sur le bout des doigts, mais un accident est toujours possible. À présent, le doyen de la faculté va donner les consignes. Monsieur Gosset démarre la procédure. Tout le monde est en place. Vos sacs doivent être fermés, situés à votre gauche. À la fin, il n'est pas question d'ouvrir vos sacs tant que je n'ai pas donné l'ordre de dispersion. Pas de trousse. Les téléphones portables sont éteints. Tout appareil électronique est strictement interdit. Bien, vous pouvez vous lever. Tout est mis en œuvre pour éviter la fraude. Et l'on peut distribuer les sujets. Les étudiants sont debout pour que certains ne commencent pas l'épreuve avant les autres. Très bien, vous pouvez vous asseoir, débuter l'épreuve. C'est parti pour 3 jours d'examen. Le moindre incident, et c'est l'ensemble du concours qui pourrait être annulé. Une situation qui s'est déjà produite cette année pour le concours d'internat en dernière année de médecine. Les organisateurs ont donc mis en œuvre tous les moyens pour dissuader les tricheurs. Une centaine de surveillants, soit 1 pour 30 étudiants.
mais aussi une douzaine de caméras télécommandées installées aux 4 coins de la salle d'examen et reliées à un poste de sécurité. En coulisses, Philippe de Ruel veille notamment à empêcher l'utilisation de tout appareil électronique. Et justement, il remarque sur la table d'un élève un objet suspect. Aussitôt, il décide d'intervenir. Qu'est-ce que vous utilisez? Ça? Ouais. C'est ce que j'ai. Mais monsieur Gosset, vous êtes pas d'appareil électronique sur la table. Vous pouviez pas le signaler avant. Le candidat indique qu'il s'agit d'un appareil de contrôle cardiaque. Philippe de Ruel veut s'en assurer. Les surveillants sont pour la plupart médecins. L'assesseur va chercher l'un d'eux, un cardiologue. Il y a un étudiant qui a un appareil Medtronic pour surveiller son rythme cardiaque. Tu peux jeter un œil pour être sûr qu'il n'y ait pas d'entourloupe? C'est son nom. Viens, je vais te montrer où il est. Le cardiologue vérifie l'objet. Il s'agit bien d'un appareil de contrôle cardiaque. Ouais, en effet. Ok, ça est trop vite. Sur toi. Il va jusqu'à palper le torse du candidat, où est placée l'autre partie de l'équipement. Donc je confirme qu'il n'y a pas de souci avec l'appareil électronique, c'est bien un appareil à but médical. La première épreuve dure 3h30. Fin de l'épreuve. Bien, mesdames, messieurs, l'épreuve est terminée. Vous posez les stylos, vous vous levez. Les étudiants doivent s'éloigner de leur feuille d'examen jusqu'au ramassage des copies. Vous croisez les bras et vous faites un pas sur la gauche. Tout manquement au règlement peut entraîner une interdiction de passer le concours pendant 5 ans. Mais il est bien entendu interdit d'ouvrir vos sacs à ce moment-là, vous attendez. Hein. Mais certains candidats ont déjà ouvert leur sac ou saisi leur téléphone portable. Ils pourraient communiquer avec ceux dont les copies n'ont pas encore été ramassées. Les contrevenants sont repérés et identifiés. Un téléphone portable, 2 téléphones portables, cette demoiselle a ouvert son sac. Je suis désolé, mais tout ça, il faut le consigner. Hein. Pour l'instant, ils ne sont pas autorisés à sortir leurs affaires. Cet incident sera consigné sur procès verbal. Une commission évaluera la gravité de leurs gestes. Très bien, vous pouvez y aller. Océane est soulagée. Maintenant, c'est quitte ou double. Il n'y a que ça qui m'intéresse vraiment, quoi, la médecine. Et de toute façon, j'ai même pas de roue de secours. Si ça se passe mal, je sais pas. Je fais une année sabbatique ou je sais pas. J'ai vraiment pas d'autres projets que ça. L'avenir d'Océane, comme celui de tous ses camarades, se trouve dans ces enveloppes qui contiennent les copies des 3 jours d'examen. Ça, c'est fac. Dedans, il y a les 448 sésames pour la deuxième année de médecine. 448, c'est le nombre de places disponibles pour devenir médecin dans la région de Lille. C'est le fameux numerus clausus, décidé tous les ans en fonction des besoins de médecins en France. Les 3200 copies partent incognito pour correction à la fac de Lille. Les candidats vont maintenant patienter 1 mois avant d'être fixés sur leur sort. Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. C'est ici que l'IPAG, l'école de commerce de la rue du Dragon, organise sa soirée de gala pour la remise des diplômes aux étudiants de dernière année. Ambiance à l'américaine et rideau rouge pour cette école qui joue à fond sur les traditions. Romain, le candidat à l'élection au bureau des élèves, a troqué son polo rose contre un costume sombre. Il est encore en première année, mais il se verrait bien déjà dans la peau d'un diplômé. Comme quoi on a toujours besoin d'un ancien. Oui, ils sont là pour ça aussi. Mais pour moi, ça reste quand même important d'avoir des traditions, des choses qui sont là depuis 15 ans. C'est toujours marrant de donner ça, de léguer ça aux générations qui viennent après. Je me dis que voilà, si lui a réussi, tout le monde peut réussir. Et ça, c'est quelque chose qui me touche ce soir. Les traditions à l'IPAG, c'est surtout de savoir faire la fête. Une nécessité, selon Guillaume Bigot, le directeur de l'école. Le côté festif qu'on retrouve dans toutes les écoles de commerce, c'est la décompression.
Voilà, c'est le fait de, quand on bosse beaucoup, on a besoin aussi de beaucoup s'amuser. Ces fêtes, ces occasions d'être ensemble, de vivre ensemble pendant 5 ans, des tas d'expériences, en dehors même des cours, en dehors des travaux qu'ils vont effectuer, ça va créer des liens très forts. Parce que ce sont des années essentielles de construction de leur personnalité, et donc ces liens, ils vont les conserver toute leur vie. Ces liens, ce sont les bases de leur futur réseau professionnel. À Saint-Germain-des-Prés, l'IPAG accueille 1500 étudiants, à raison de 300 élèves par promotion. L'IPAG, à partir de maintenant, c'est votre école. Comme dans chaque grande école, en fin de première année, les plus motivés sont candidats à l'élection au BDE, le bureau des élèves, et chaque équipe a sa propre couleur. Qui on est? Black, black. Qui on est? Black, black. Je suis président avec Pierre Néon, en fait on est deux, qui est ici. Et secrétaire, Solène. On voit bien, il y a deux types de personnes dans l'école. Il y a ceux qui font partie d'un BDE et ceux qui ne font pas partie d'un BDE. Et au final, on vit vraiment, on vit IPAG, on vit LIST, on vit tout, quoi. Ça, c'est une expérience qu'on vivra qu'une seule fois. Le fait d'entreprendre, c'est une mini-entreprise en fait qu'on gère. C'est une mini-entreprise qu'on gère en fait. Qu'on perde ou qu'on gagne, de toute façon, ça restera un acquis et quoi qu'il arrive, ça nous aura apporté. La liste gagnante aura en charge l'animation de l'école pendant 1 an et devra gérer un budget de plus de 100 000 € provenant des cotisations des étudiants. Une vraie petite entreprise. Dans mon cas, être président d'un BDE sur un CV, ça peut être pas mal. Et apparemment, il y a pas mal d'entreprises qui aiment ce type de profil parce que c'est quelqu'un qui a été confronté aux problèmes, qui a été confronté à la gestion des gens. Ça va Et être président du bureau des élèves, c'est le must pour un étudiant d'une école de commerce. Prochaine étape de la campagne, les 2 fêtes organisées par les 2 listes. La liste noire a décidé de frapper un grand coup. Elle a fait appel à des spécialistes des soirées, l'Odyssée de la fête, une association qui se charge d'organiser des événements étudiants. Les 2 responsables sont d'anciens étudiants et ils commencent à avoir une certaine expérience. Nous, ce qu'on a vu, ça fait la 4e campagne BDE qu'on fait en 4 semaines à peu près, c'est que la popularité, c'est la seule chose qui compte. Donc soyez juste genre hyper happy, les meufs, allez draguer les mecs. Le plus important, c'est d'aller vers les gens qui sont pas vos potes. Maintenant, c'est les autres qu'il faut aller voir. Maintenant, c'est vous qui comptez, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'ils vous kiffent au niveau esprit? Pour gagner, les Noirs ont choisi de ne pas s'écarter de la tradition de l'école. Ils vont organiser une attaque de bar, une institution dans toutes les fêtes de l'IPAG. C'est le bar qui parle, en fait, qui dit « attaque-moi si tu peux ». Et en fait, là, il y a toutes les flèches des couleurs des années précédentes. Chacun des BDE vont devoir attaquer le bar pour attraper les bouteilles derrière le bar. Et nous, nous qui défendons nos couleurs, nous défendons le bar. Et qu'est-ce qu'ils en font contre ces bouteilles? Ils les boivent. Moi, je l'ai jamais vu et ça risque d'être très drôle, je pense, mercredi soir. Ça, c'est un truc que ça fait 5 ans que je suis en école de commerce et 5 ans que j'entends parler de ces fêtes. Mais ça reste assez mystérieux. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce monde. L'IPAG est la seule école en France à organiser des attaques de bar. Mais cette tradition un peu virile et alcoolisée n'est plus vraiment dans l'air du temps. Pour la première fois, une liste a choisi de ne pas inscrire l'attaque de bar au programme de sa fête. Une révolution que Romain, le président des Roses, assume totalement. Ouais, bravo. L'attaque de bar, c'est quelque chose qui concerne une petite minorité dans l'IPAG, c'est-à-dire tous les gens qui ont appartenu à une liste, et encore tous ne sont pas forcément favorables à ça. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi ne pas faire une soirée où on ferait justement venir les gens qui ne sont pas du tout concernés par l'attaque de bar, pour ouvrir encore plus. Tout au long de la campagne, la différence est palpable. D'un côté, les Noirs apparaissent comme des étudiants à l'ancienne qui revendiquent des fêtes bruyantes où l'on boit sec. En face, les Roses adoptent une posture en retrait plus politiquement correcte, comme s'ils rassemblaient toutes celles et ceux qui ne veulent plus de ces traditions alcoolisées. Mais ce soir, c'est donc au tour des Noirs d'organiser leur fête au centre de Paris. Les Noirs ont loué une boîte de nuit pour leur soirée. Ils ont eu du mal à trouver. Plus aucune discothèque parisienne ne veut accueillir leurs attaques de bar. Quelqu'un a appelé Enguerrand et tout là parce que le bar il va falloir qu'on monte un de ces 4 hein, les gars. Le patron de la boîte a refusé que l'attaque se fasse sur son vrai bar. Trop dangereux.
il a imposé la fabrication d'un faux bar que les étudiants doivent maintenant construire. Le bar, vous allez le mettre là, direct, vraiment comme ça. Mais il voulait pas faire un truc bizarre là, Pierre? C'est Enguerrand qui veut. Bon, il faut qu'on prépare les mix là, les gars. Ça commence? Pardon. Les mix, ce sont les mélanges d'alcool avec du jus de fruits ou du soda. Pas question d'utiliser des bouteilles en verre pour l'attaque de bar. Les boissons vont être préparées à l'avance dans ces bouteilles en plastique. Mais les étudiants ont la main lourde avec la dose d'alcool et le gérant de la discothèque s'en inquiète auprès de Solène. Ça, c'est des bouteilles de 2 litres. On les remplit qu'à 1 litre. Vous mettez une dose d'alcool dedans. Dose d'alcool pour... On les arrache ou on les arrache pas? On ne peut pas les arracher, justement. Je sais pas ce qu'on met. C'est saouler le plus rapidement possible. Justement, pour nous, c'est pas de saouler le plus rapidement possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Responsable du taux d'alcoolémie des gens dans l'établissement. C'est pour ça que je voulais vérifier quand vous mettez les deux. Moi, si vous mettez 1 litre de saft, il faut au maximum mettre 15 centilitres d'alcool. Moi, vous mettez ça en alcool et vous allez jusque-là après. Ok. Combien d'alcool? Ça. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas grave, c'est 20 centilitres. Non, mais je crois qu'on est obligé, les gars. Il n'y a pas de... C'est le loi. C'est pas vous qui êtes responsable, s'il y a un mec qui se plante en scooter, c'est pas vous qui allez en tôle, c'est le gérant de l'établissement. On sait qu'ils vont tous être libres, ce qu'il faut c'est qu'ils soient juste alcoolisés mais bien. Pas malades, pas à vomir, ils passeront une meilleure soirée s'ils sont un petit peu alcoolisés que s'ils sont ivres morts. Obsédés par le respect des traditions, l'équipe des Noirs avait un peu oublié que ces fêtes étudiantes sont désormais réglementées. Enguerrand et Foulque viennent d'arriver. Pourquoi? Tu flippes? La construction du faux bar peut commencer. Objectif, un maximum de sécurité. Les assauts risquent d'être nombreux et soutenus, donc il s'agit de faire en sorte que les gens puissent à la fois s'amuser donc en tentant de passer au-dessus, mais sans forcément se faire mal avec le métal. Alors on va défendre coûte que coûte le bar pour la blacklist. Personne passera. Sur ce fait-là, c'est quoi? C'est bien ou quoi? Les Noirs sont coachés par des anciens de l'école, les Rouges, qui ont subi l'attaque de bar l'an dernier. Vous allez prendre des verres d'eau dans la gueule, des verres d'alcool dans la gueule, ça va piquer. Pour pousser quand même. Il faut s'équiper pour défendre un bar. Mais ce petit entraînement déconcentre l'équipe. Le président de la liste noire, Vincent, recadre ses troupes. On se calme, parce que là ça s'excite trop, c'est trop le bordel, vous êtes sous tension. Et surtout, toute la soirée vous êtes souriant. Vous prenez un verre dans la gueule, vous souriez. Et dites merci. Et vous dites merci, tendez l'autre joue. Et voilà, dites merci. Si quelqu'un au bar, si quelqu'un paye un verre et vous lance à la gueule, vous dites merci, chiche d'en faire un deuxième. Tout est prêt. Les premiers étudiants sont déjà devant la porte. L'équipe des Noirs finit de ranger les bouteilles derrière le bar. Les anciens de l'école vont devoir forcer le passage pour s'en emparer. Les gros bras attendent le signal, mais les anciens attaquent par surprise. Voilà à quoi ressemble une attaque de bar. Un bar bien difficile à trouver sous ce gros tas d'étudiants. Et pendant que les garçons sont empilés, ce sont les filles qui ramassent les bouteilles. Les Noirs ont été submergés, mais sont heureux d'avoir respecté la tradition de leur école. Et on a bien tenu, hein. C'était intense, très intense. La soirée est un succès, la campagne débute fort, les Noirs ont placé la barre très haut. Aujourd'hui, ces fêtes étudiantes sont de plus en plus délirantes, mais les excès font peur. Et désormais, de plus en plus d'écoles interdisent les soirées sur leur campus. Il faut dire que certains étudiants vont assez loin. Les élèves de l'école d'architecture de Versailles offrent l'entrée de leur fête à ceux qui viennent tout nus. Ils ont beaucoup de mal à trouver des salles pour les accueillir. Il y a donc là un nouveau marché à prendre. Enguerrand et Foulque se sont mis sur ce créneau. Ils veulent faire profiter de leur expérience.
Donc on a des tarifs sur la sécu, on a des tarifs sur beaucoup de choses, et ce qui nous permet de vous faire, même en nous payant un peu nous, de vous proposer un package moins cher pour vous. Les élèves architectes de Versailles, ceux qui se mettent tout nus, comptent sur Foulque et Enguerrand pour les aider. Ils n'ont plus le droit d'organiser leur gala dans l'école. C'était dans les écuries du château depuis 40 ans. C'est une super tradition. Là maintenant, on va devoir du coup bifurquer vers un autre endroit. Parce qu'on avait une dérogation du directeur, sauf que le directeur a changé et le nouveau directeur ne veut pas prendre la responsabilité de nous offrir une dérogation pour cet événement. Donc à 75 mètres autour d'une école, comme autour d'une église, comme d'autres bâtiments, il n'y a pas le droit d'avoir de buvette. Et donc lui, il respecte la loi. Et donc notre école, même s'il y a 40 ans que ça marche comme ça, ça ne marche plus. L'actualité fait qu'aujourd'hui, plus personne ne veut prendre la responsabilité de faire des soirées avec de l'alcool, avec des risques. C'est de plus en plus compliqué d'organiser des soirées où l'alcool va librement. C'est fini. Grâce au contact de l'association, les futurs architectes vont trouver un lieu privé pour leur soirée. Très bien, allez, à la semaine prochaine. Au passage, Foulque et Enguerrand seront partenaires et partageront les éventuels bénéfices. Depuis la création de leur association, Foulque et Enguerrand organisent également leur propre soirée étudiante, parfois même sans la participation d'aucune école. Je pense qu'on est fin prêt. C'est dans la maison familiale de Foulque, près de Paris, qu'ils vérifient les derniers préparatifs. Leur spécialité, ce sont les soirées étudiantes. Mais ce soir, ils ont prévu de frapper fort en organisant la nuit de l'infirmière. Aucune école d'infirmières n'est associée à la soirée, mais peu importe, ce qui compte, c'est l'affichage. Et on va pas se cacher que le visuel qu'on a fait est aussi là pour attirer les garçons. Et comme ils ne sont plus étudiants, ils peuvent faire appel à des sponsors que les écoles n'auraient jamais acceptés. Pour leur nuit de l'infirmière, un producteur de films X leur a donné quelques DVD. C'est des films à caractère sexuel que l'on distribuera pendant la soirée. Quand les gens voient l'affiche avec en bas le logo, ils se disent « Waouh, qu'est-ce qui va se passer à cette soirée ?» À l'évidence, le concept est bien étudié. Il faut dire que les membres de l'association sortent tous d'une école de commerce. Arrivés à Paris, dans le 15e arrondissement, la soirée va se dérouler dans une boîte de nuit louée pour l'occasion. L'alcool a été acheté par les organisateurs. Et le grand argument commercial de la soirée, c'est le prix de la bouteille de vodka ou de whisky. 20 € jusqu'à minuit et demi. Presque 8 fois moins cher que le prix habituel. C'est rien du tout. C'est une soirée étudiante, c'est minimum 60-80 €. Et pour une soirée étudiante, après en soirée clubbing, normalement c'est 150 €. Avec des bouteilles à un prix pareil, ils sont sûrs d'attirer les jeunes. Car aujourd'hui, les soirées où l'alcool est à volonté, les open bars, sont interdits. Ici, les deux garçons ont négocié en direct avec une grande marque d'alcool. Le jeune homme à la veste grise est leur commercial. En plus de ses bons prix, il a amené de quoi décorer la salle avec des publicités de sa marque. Une vraie soirée étudiante qui est vraiment une soirée d'école, ils n'auront pas le droit d'afficher de publicité pour les alcools. Effectivement, ce n'est pas une soirée étudiante, même si cela y ressemble. Le commercial est d'ailleurs gêné quand il réalise que les participants seront presque tous des étudiants. Niveau étudiant, normalement, les marques d'alcool ne peuvent pas trop intervenir en sponsor en direct. Est-ce qu'on est des organisateurs étudiants? Non, vous n'êtes pas des organisateurs étudiants, mais c'est pour une soirée étudiante, entre guillemets. Dont la majorité des gens sont étudiants, certes. Une fausse soirée étudiante, des sponsors présents et le tour est joué. Tout est légal. La loi impose également de faire appel à des secouristes. Ce soir, 8 personnes de la protection civile vont surveiller la soirée. Coût de leur prestation, 900 €, payés par les organisateurs. Et avec la bouteille d'alcool à 20 €, les secouristes s'attendent à une soirée très chargée. Ce qu'on va rencontrer essentiellement, c'est des personnes alcoolisées, des traumatismes, souvent dus à l'alcool, parce que c'est la personne qui danse un peu sous, qui tombe, qui s'ouvre l'arcade ou des choses comme ça. C'est vrai que les soirées étudiantes sont des soirées où l'alcool est souvent le principal problème qu'on peut rencontrer. Effectivement, dès le début de la soirée, les bouteilles partent comme des petits pains. Le bar tourne à plein régime. Enguerrand assure le service. Allez, on y va. En fait, beaucoup d'étudiants achètent leur propre bouteille d'alcool avant la fin de la promotion de minuit et demi.
La consommation est impressionnante. La soirée continue avec une attraction. 2 filles projettent du CO2 rafraîchissant sur les étudiants. Tout est payé par l'alcoolier. Les tenues des filles sont aux couleurs de la marque. Et pour finir, des goodies. Des cadeaux, stylos, casquettes ou t-shirts. Les étudiants adorent. Mais voici le clou du spectacle. Un striptease d'une gogo danseuse déguisée en infirmière. Là encore, difficile d'organiser un tel show si la soirée était une vraie soirée étudiante. Les jeunes n'en reviennent pas. C'est ouf! C'est ouf! Ce sont les organisateurs qui ont payé la prestation de la jeune femme. Et enfin, distribution gratuite de préservatifs. Si les garçons ont eu l'air d'apprécier le spectacle, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les mecs étaient assez lourds, assez collants. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de filles par rapport au nombre de garçons qu'il y a ici, et avec l'alcool, ça aide pas, je pense. Tu connais? Pas du tout. Non, mais on le voit souvent traîner sur la piste de danse. Les gens, il y a trop, tout le monde tisse, c'est pas possible. Ah non, c'est chiant. Visiblement, le thème de la soirée a attiré majoritairement les hommes. Et l'alcool aidant, ils sont de plus en plus pressants. Au bar, on réapprovisionne en bouteilles. La consommation ne diminue pas. Mais du côté de l'organisation, on commence à se demander si la bouteille à 20 € était une si bonne idée. Vu que la bouteille est moins chère, on a plus de monde. Mais pour nous, c'est un peu innovant comme produit. Du coup, ouais, on fait attention, on est plus vigilant encore que d'habitude. Parce que les gens vont avoir tendance à un peu plus consommer que normalement. L'alcoolisation de certains a manifestement été très rapide. Des secouristes interviennent et prennent en charge les plus mal en point. La soirée prend une tournure inquiétante. La protection civile multiplie les interventions. Ça te rassure qu'ils soient là? Ah ouais, clairement, ils ont... Et ce qui me rassure, c'est non seulement qu'ils soient là, mais qu'en plus, quand on vient les voir, ils soient eux-mêmes rassurés. Enguerrand est interpellé par un des responsables de la boîte de nuit chargé de la sécurité. Selon lui, les gens ont trop bu. Il demande d'arrêter de leur servir de l'alcool. Je pense que les gens sont assez alcoolisés pour s'amuser, donc ils viennent de nous demander de faire un arrêt du bar pendant 20 minutes. Mais la décision d'interrompre le bar n'est pas du goût de tout le monde. Elle nous a dit parce qu'il y a trop de gens qui ont picolé. Mais c'est des conneries, c'est pour faire patienter les gens, c'est tout. Foulque et Enguerrand reconnaîtront que leur formule ce soir-là n'était pas une réussite. Dorénavant, ils organiseront des soirées un peu plus soft. Grâce aux secouristes et à la décision de suspendre la vente d'alcool, il n'y a pas eu de coma éthylique, juste quelques malaises. Mais cela ne se passe pas toujours dans ces conditions. Depuis quelque temps, la presse se fait l'écho de faits divers liés à la consommation d'alcool dans les grandes écoles. Il y a un an, sur le campus d'une des plus grandes écoles de commerce de France, un étudiant a failli mourir. Tombé en coma éthylique, il a vomi dans ses poumons. C'est le SAMU qui l'a sauvé de justesse. Plus grave, en décembre dernier, un étudiant d'une autre école de commerce a passé la soirée dans cette boîte de nuit où était organisée une fête étudiante. L'alcool coule à flot. Vers 4 h du matin, l'étudiant sort de la discothèque, totalement ivre. Il déambule dans les rues jusqu'à la station de métro Austerlitz. Au bord du quai, il titube et tombe sur la voie. Électrocuté, il meurt sur le coup. Aujourd'hui, l'avocate de la famille, Maître Forget, a décidé d'engager des poursuites contre les organisateurs de cette soirée. Il a la preuve que lors de cette fête, la loi n'était pas respectée. J'ai l'invitation à cette soirée où on vous explique que le principe restera grosso modo le même, open bar crado.
Un open bar, c'est quand l'alcool est servi à volonté pour une somme forfaitaire. Ce jour-là, c'était 20 €. Moi, ce que je reproche, c'est déjà de ne pas avoir respecté la loi. La loi est claire, les open bars sont interdits. On ne peut plus organiser ce type de prestations dans une soirée, et ça a été fait. Il y a quelqu'un qui est malade du fait d'un open bar, d'une alcoolisation massive, vous en êtes responsable en tant qu'organisateur, à partir de là, vous endossez vos responsabilités et vous allez jusqu'au bout et vous le ramenez chez lui. C'est peut-être pénible le soir même, mais c'est à ce prix qu'il n'y aura pas de poursuite. À ce jour, une instruction est en cours. Après ces faits divers, les écoles ont réagi. Une charte de bonne conduite a été signée par 230 grandes écoles pour limiter la consommation à 4 verres d'alcool par personne. Et les open bars sont rigoureusement interdits. Nous nous rendons dans l'école où un étudiant a failli mourir lors d'une soirée il y a 1 an. Nous allons vérifier en caméra cachée si la charte est désormais bien respectée. À l'entrée de la salle, les organisateurs tiennent une caisse. L'entrée coûte 20 €. Nous sommes dans les locaux de l'école. À l'intérieur, il y a beaucoup de monde, au moins 500 personnes. Première constatation, une équipe de la Croix-Rouge est sur place. Une mesure qui fait partie de la charte signée par l'école. Côté bar, par contre, l'alcool coule à flot. Tout le monde a un verre à la main. On est loin des 4 verres par personne. Dans la salle, il y a plusieurs bars. Un pour les bières et d'autres pour les alcools forts. Nous commandons une bière. Ici, personne ne paye. Les consommations sont à volonté. Contrairement à la loi et aux engagements de l'école, c'est donc encore une soirée open bar. À l'évidence, rien n'a changé. Pour Maître Forget, les étudiants ont tort de prendre à la légère la loi qui interdit les open bars. Il ne faut jamais oublier que ça amène à des drames, comme il est arrivé, qu'il y a eu d'autres drames, des gens qui sont tombés dans l'eau, des gens qui ont été percutés par des voitures, qui ont eu des accidents. Tout ça amène à des drames et il faut le comprendre. Fin juin à Lille. On n'en est pas encore aux soirées de fin d'année. C'est aujourd'hui que sont annoncés les résultats du concours de médecine. Les candidats les plus anxieux attendent avec impatience devant les portes de la fac. Les résultats sont affichés dans le hall avant d'être publiés sur Internet. Mais peu d'étudiants sont capables de patienter. Les étudiants ont appelé déjà au téléphone, ils nous ont appelés disant mais j'ai pas dormi de la nuit, où ça en est, voilà, ils sont extrêmement stressés. En effet, c'est la journée de leur vie. La course est lancée. Mais pour éviter la cohue, les organisateurs ont prévu un filtre supplémentaire avant d'accéder aux panneaux d'affichage. Chacun cherche son nom sur la liste. Déception pour certains, joie intense pour d'autres. Je vérifie, mais je suis pas sûre, mais... Quelquefois, il est difficile de savoir si c'est un échec ou une réussite. Et tous les ans, c'est la même scène. C'est toujours un moment, même pour nous, un moment extrêmement fort de les voir réagir comme ça. Bon, on l'a tous les deux. J'y vais toi, j'y vais. C'est parfait. Ça fait du bien, vous pouvez pas savoir. L'émotion submerge les admis comme les recalés. Le choc est parfois si fort qu'il laisse les candidats littéralement sans voix. Au même moment, Océane est dans la file d'attente à quelques mètres des panneaux d'affichage. Impatiente, stressée,
Là, c'est dur. L'attente est de plus en plus longue, entre les cris et les pleurs. Enfin, c'est le moment de vérité. Océane cherche son nom sur la liste. Difficile de savoir à son expression si son rêve s'est enfin réalisé. Comment? Combien? Elle a réussi. Elle est même dans le haut du classement. Océane sera médecin, mais pas tout de suite. Je suis partie pour 10 années d'études. Il me reste 10 ans à faire. Normalement. C'est au tour de Clara, 19 ans. Elle aussi a échoué l'année dernière. Elle aussi joue son avenir ce matin. Je l'ai. Le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce qu'on ressent? On est heureux. Allô maman? Je l'ai. Premier réflexe, partager la bonne nouvelle avec sa mère. Bah oui. Clara est submergée par l'émotion. Pour les candidats reçus, c'est maintenant l'heure des grandes vacances. Rendez-vous à la rentrée, où les cérémonies d'intégration ont la réputation d'être particulièrement corsées. Trois mois plus tard, nous sommes début septembre. C'est la rentrée pour ceux qui ont réussi le concours de médecine. Chaque année, c'est la même tradition. Les anciens, en blouse blanche, vont s'occuper des petits nouveaux, les bisous. Les élèves qui souhaitent participer à l'intégration doivent s'inscrire à l'avance. Mais la réputation des bizutages en médecine a inquiété Océane. Comme un tiers des étudiants, elle a préféré ne pas s'inscrire. Étant donné que je connaissais personne de la promo, ça me faisait un peu peur. Donc, ouais, c'est sûr que quand on connaît des gens, on doit bien s'amuser et tout, mais moi je connaissais vraiment personne. Faire connaissance, c'est pourtant l'un des objectifs de l'intégration. Mais l'ambiance dans l'amphi a de quoi impressionner les plus timides. Contrairement aux apparences, tout est codifié. Les bisus sont déguisés et divisés en groupes. Les aviateurs, les lapins, les bûcherons et les marins. Il y a même une présidente de l'intégration. Cette année, c'est Laure, 22 ans, en 3e année de médecine. Bienvenue, félicitations, vous êtes en P2. Laure est chargée de leur rappeler le fonctionnement de l'intégration. Alors là, je suis là juste pour parler sérieusement parce que je vais vous rappeler vite fait les règles de l'inté. N'oubliez pas que vous n'êtes forcés à rien. L'essentiel, c'est que vous vous amusiez. Faites-vous plaisir et amusez-vous, voilà. Si Laure insiste sur le fait que rien n'oblige les bisus à participer, c'est parce que la loi anti-bizutage inquiète les étudiants qui organisent ce genre d'intégration. Ils sont pénalement responsables. En cas de dérapage, n'importe quel bisu peut porter plainte contre eux. Alors pour mettre tout le monde dans le bain, les parrains vont montrer l'exemple. Certains petits nouveaux n'en reviennent pas. D'autres, visiblement, n'attendaient que cela pour se lâcher. Chez les étudiants en général, les chansons paillardes sont courantes. Mais ici, la coutume de la nudité viendrait d'une raison bien précise. En médecine, on va être confronté au corps malade et on va être confronté justement au corps humain. Et qu'il faut commencer à s'habituer à un corps sain et à un corps de nos camarades pour pouvoir exercer plus tard et être plus à l'aise aussi au niveau de la nudité et du corps malade. L'intégration va durer une semaine. Clara, elle, a décidé de participer, mais elle est encore un peu intimidée. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire. On a toujours un petit peu peur quand même. La journée va commencer par un apéritif sur le site de l'université.
Ici, pas de verre, on reste dans l'univers de l'hôpital. C'est la potion magique, ça reste secret. La potion magique, un mélange de bière, de vin blanc et de limonade. Chaque parrain doit faire boire son bisu avec la seringue. Après quelques injections, l'ambiance monte d'un cran. Clara fait partie du groupe des gangsters. Les voisins, le groupe des fermiers, cherchent à sympathiser. Je sais pas du tout ce qui se passe, on se met en ligne. On comprend plus rien. Non, on comprend pas. On sait pas du tout là. On attache les bisous pour les faire marcher tous ensemble, faire connaissance avec son voisin et rencontrer tout le monde pendant leur thé. Voilà. C'est parce qu'on a la peine, mais je sens qu'il y a déjà un enfant. C'est bien, vous allez faire connaissance. Il a rien fait, moi. Voilà donc une intégration plutôt bon enfant pour l'instant. Les bisous, accompagnés de leurs parrains, doivent se rendre dans le centre de l'île. Mais la fac est un peu excentrée. Il va falloir prendre le métro. En fait, chaque équipe doit maintenant réaliser un défi. L'une des épreuves, se baigner dans les fontaines du centre-ville. Les Lillois ne perdent pas une miette du spectacle. Mais certains n'apprécient pas de voir ces jeunes filles obligées de se mettre en maillot de bain devant tout le monde. Il y a quand même des filles qui sont plus ou moins en maillot de bain, qui sont plus ou moins belles. Surtout que j'ai vu des regards de jeunes hommes sur la jeune fille là. Ça passe pas inaperçu, bien costaud, ça ne passe pas inaperçu. Le défi suivant est nettement plus douteux. Ça fait la 69. Depuis de nombreuses années, les Lillois ont pris l'habitude de voir leur ville transformée en terrain de jeu par les étudiants. Des images insolites pour une fin de mois de septembre dans le nord de la France. Mais d'après les étudiants eux-mêmes, si certaines images peuvent choquer les passants, on est bien loin des bizutages d'il y a quelques années. Ça aussi, c'est la tradition. C'est un défi de cette année, c'est nouveau. Sensation énorme. Un plaisir. Le but, c'est d'avoir une cohésion de promo et de leur faire découvrir la ville. C'est pas... il n'y a aucune humiliation, ce qu'ils pouvaient vraiment avoir avant. C'est très gentil ce qu'on fait. Ils sont très bien, ils sont bien. Moi, je les approuve pas. Non? Non, parce que j'aime pas ceux qui se croient intéressants comme ça, j'aime pas. Tu n'aimes pas? Ils font le mariole, puis c'est tout. It's shocking? Non, c'est très drôle. Très drôle. Le bizutage se déroule en tout cas sous surveillance. Des policiers en civil se sont discrètement mêlés aux passants, prêts à intervenir à la moindre dérive. Parfois il y a des débordements, donc voilà, on met un peu stop au débordement. Un qui était à moitié à poil, l'autre qui baisse son froc, qui monte ses fesses devant tout le monde. Bon, il y a des enfants et tout, on peut pas laisser, voilà. Les policiers ont donc mis fin à la baignade. Laure a du mal à comprendre. L'intégration, ça fait partie de la vie étudiante, c'est quelque chose qu'on attend tous et je trouve ça dommage qu'on essaie de supprimer les traditions. Effectivement, la semaine de festivités ne va pas se dérouler tout à fait comme Laure l'avait prévu. Le lundi suivant, c'est le début des cours à la faculté de médecine. Les élèves qui ont participé à l'intégration se connaissent maintenant bien. Clara s'est faite de nombreux amis parmi son groupe des gangsters. En revanche, ceux qui ont refusé l'intégration, comme Océane, se sentent un peu à l'écart. Je pense qu'il y a des gens qui se connaissent de l'année dernière, plus des gens qui se sont connus grâce à l'Arte, donc aujourd'hui, je suis un peu seule. Prendre ses distances par rapport au groupe n'est pas toujours facile à assumer. À Paris, c'est la suite de la campagne qui oppose la liste des Noirs à celle des Roses pour l'élection au bureau des élèves de l'IPAG. Le gagnant se verra confier un budget de 100 000 € pour animer l'école pendant 1 an.
Il reste pourtant une dernière formalité avant l'élection, le grand débat costumé entre les deux têtes de liste. La dernière occasion pour chacun de faire valoir ses qualités. C'est une liste unie, une liste motivée. On ne veut pas bousculer les traditions, on veut simplement les faire évoluer. Et l'évolution, ça n'a jamais de mauvais. À quelques heures de l'élection, difficile de donner un favori. On ne sait pas si on va gagner ou si on va perdre. Je n'imagine même pas mon état ce soir si on perd. Je suis archi stressée. C'est horrible. C'est horrible. C'est juste horrible. On est tous, on ne sait pas en fait ce que ça va donner. C'est maintenant aux électeurs de jouer. Et même devant l'urne, il est impossible de dégager une tendance. Il y a des noirs qui regardent, il y a des roses qui regardent, ça me fait... À voter! C'est bon! À voter! Voilà, les votes sont clos. Voilà. On verra le gagnant ce soir. Hein. En attendant les résultats, la tradition, c'est de profiter de ce moment pour bisuter les deux présidents de liste. Mais sinon, tu te fais remplacer par quelqu'un d'autre. Hein. Sinon, tu démissionnes, hein, tu es au pire. Hein. Ouais, bisutage comme éthique. Et cela n'enchante pas Romain. Comme éthylique, t'es chaud, bah, si tu veux, on s'en fout, on a une bouteille de pâte. Tu l'as fini et puis ça fera office de bisutage si tu veux. Hein. Romain et Vincent n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent respecter les traditions. On va faire le dépouillement et ensuite on va intégrer gentiment les futurs présidents. Intégrer gentiment, une façon politiquement correcte pour ne pas prononcer le mot bisutage. Et ça vous embête ou non? Ça fait vraiment partie du jeu? Toi, ça s'avère t'embêter un petit peu tout à l'heure. Non, parce que. Non, pas de m'embêter, parce que je m'en fous. Genre, au week-end d'un thé, je me suis souillé, c'est bon enfant. Mais là, si j'étais pas prévenu, j'aurais préféré me changer, mais je m'en fous, c'est pareil. Au final. Romain dédramatise la situation, mais pourtant les anciens vont refuser de nous laisser filmer le bisutage. Il faut dire que cette pratique est considérée comme un délit en France depuis 1998. Quelques heures plus tard, les étudiants se retrouvent sur une péniche pour l'annonce des résultats. De retour de sa gentille intégration, Vincent est refoulé par le service de sécurité de la péniche. Il est passablement alcoolisé et trop sale. Romain, l'autre président, ne pourra pas venir non plus. Les anciens l'ont fait boire au-delà du raisonnable. À l'intérieur du bateau, les organisateurs ont prévu une petite mise en scène pour annoncer le résultat de l'élection. Deux lutteuses, une noire et une rose, vont s'affronter symboliquement. Une fausse bagarre dont la gagnante révélera l'équipe qui va diriger le bureau des élèves pendant 1 an. C'est l'équipe rose qui a gagné. Les élèves de l'école ont choisi majoritairement de faire évoluer les traditions festives de l'IPAG vers des pratiques plus modérées. L'IPAG, elle va changer. Je ne sais pas si j'arriverai à laisser faire ça, en fait. Au final, je ne sais pas si je vais pouvoir digérer ça. Pour être extrêmement sincère avec vous, c'est pas juste une campagne qu'on perd, c'est toute la philosophie de l'école. J'ai peur que les soirées soient des soirées banales, comme si on sortait en boîte tous les mercredis tous les mercredis soirs, voilà quoi. Ça restera toujours des blagues, ça ne changera jamais. Et nous, au fond, on garde les traditions. Voilà, c'est tout. Après, Fin de partie pour les Noirs, à voir leur visage, on en oublierait presque qu'il ne s'agit là que de s'occuper des futures soirées de l'école. À la rentrée, ce sont les Roses qui organiseront le fameux week-end d'intégration pour accueillir les nouveaux. Si en France, les traditions étudiantes font un retour en force, dans certains pays, elles n'ont jamais disparu. Nous sommes à Coimbra, au Portugal. Depuis qu'ils sont arrivés de Bordeaux pour une année d'études, Solène, Sarah et Camilo doivent se plier à d'étranges rites, comme porter ces grandes capes noires. Elles ont rendu Coimbra mondialement célèbre. Quand on parle de notre costume, et même quand on le met, nous au début, paradoxalement, on se dit ça fait Harry Potter, alors qu'en fait c'est le contraire.
C'est nos costumes de Coimbra qui ont inspiré Harry Potter, puisque le mari de l'écrivain est portugais. La cape comme ça fait un petit peu oiseau, un petit peu fantôme, étudiant, ça fait un petit peu quelque chose, une impression fantastique dans l'université même. Coimbra est l'une des plus anciennes universités d'Europe, fondée au XIIIe siècle, à la même époque que la Sorbonne et Oxford. La bibliothèque de l'université, qui abrite plus de 300 000 vieux livres et grimoires dorés, est digne d'un décor du château de Poudlard. À Coimbra, toute la ville vit au rythme de l'université. Les étudiants représentent un tiers de la population. Chaque soir, le petit groupe de Bordelais se retrouve chez l'un ou l'autre pour prendre l'apéritif. Ils sont ici depuis 8 mois, mais ont encore du mal à s'habituer à leur tenue. Ça fait un peu secte, tout le monde en costume avec la cape et tout, et puis au final on se rend compte que c'est tout naturel. La première fois qu'on le met quand même, c'est impressionnant. Allez. Ce soir, c'est le début des festivités à l'université. Une semaine débridée qui commence en douceur par une serenata, un concert de fado, la musique traditionnelle portugaise. Le concert a lieu sur le parvis de la cathédrale, mais la place est trop petite. C'est la folie là. Tout le monde veut voir ça, c'est immanquable et bon, je pense que les 50 000 étudiants de Coimbra veulent venir tous être ici. Ça va? Solène, tu respires? Ça va mieux là? Le fado de Coimbra est célèbre. Ses chants évoquent les amours de ses étudiants. L'instant est émouvant. Nos étudiants bordelais sont sous le charme. Franchement, un peu sans mots là quand même. C'est quand même fou là. C'est magique, hein? Mais dès le lendemain, les choses vont se corser. Première étape, shopping obligatoire. Sarah accompagne Solène, qui doit s'acheter des accessoires pour la prochaine cérémonie de fin d'année. Et pour compléter son costume, il n'y a qu'un seul endroit possible. C'est certaines boutiques qui ont le monopole et qui font le costume traditionnel. Il y a l'étiquette dedans qui prouve que ça vient bien de là et ils rigolent pas avec ça. Effectivement, à Coimbra, on ne plaisante pas avec les traditions. Les garçons qui viennent de passer ont fait une réflexion sur la tenue de Sarah. Il disait qu'elle n'avait pas le droit de porter les lunettes de soleil avec le costume. Parce qu'on n'a le droit à aucun accessoire, pas de maquillage, pas de bijoux, pas de sac à main. Et là, moi, ce que je dois aller acheter aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en jaune, là, le chapeau, le col, la petite fleur et la canne, parce que je vais être diplômée à la fin de l'année. Bienvenue dans la boutique officielle des traditions de Coimbra. Tout doit s'acheter ici. Écussons, capes, costumes, chaussures, chapeaux, un vrai business. Et Solène n'a le choix ni du modèle, ni de la couleur. Haute forme rouge aux couleurs de sa filière, l'économie. C'est parfait. Voilà comment ça se met. On fait un point de couture, on plie et ça se finit en pointe. Et la partie blanche, vous la mettez à gauche. Coût des fournitures, 40 € et un peu de couture en perspective. Le soir, sur le balcon de la maison étudiante où Solène loue une chambre, travaux d'aiguille avec Thomas, son compatriote de Sciences Po. Ah non. Non. Il faut que le costume soit prêt pour demain, car la ville sera en folie. Ouais, à la rigueur, t'en fais genre 2 ou 3 quoi là-dedans. Enfin, 2. T'as fait ça tous les jours hein, dans la tradition. La fête des diplômés, c'est le grand jour à Coimbra. Les étudiants, accompagnés de leur famille, ont rendez-vous sur la place des universités. Chacun porte le costume traditionnel aux couleurs de sa filière. Celle de Solène, c'est le rouge et le blanc pour l'économie. On a mis le temps. Mais je pense que ça rend pas mal quand même. Fleurs, le nœud pape et tout. C'est vrai que c'est classe. Vache. Sur la place des universités, 50 000 étudiants et une centaine de chars. Le défilé va durer toute la journée. Au total, 100 000 personnes vont célébrer les nouveaux diplômés. Dans les chars,
Les organisateurs ont prévu des quantités énormes d'alcool, principalement de la bière. Tout est distribué gratuitement. Nos Français n'en reviennent pas. Ils distribuent de l'alcool à volo, il y en a toujours et tu peux prendre dans n'importe quel char. C'est vrai que c'est assez splendide. Tout est gratuit? Ouais, bah non, c'est sponsor, hein, ça fait de la pub. Est-ce que vous trouvez que c'est incité à la consommation ou pas? Non, pas du tout. Non, 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 non. Les gens consomment avec modération, donc forcément c'est... Non, mais si, c'est incité à la consommation, mais aujourd'hui, les gens savent qu'ils font la fête aujourd'hui, et puis voilà, quoi. Et faire la fête ici, c'est aussi s'asperger de bière. Ça aussi, ça fait partie des traditions. Ça protège le chapeau, ça protège. J'ai perdu toute ma bière. Au-dessus du cortège, un vieux coucou s'amuse à piquer sur la foule. Les avions, il y a tout là. Bon, on va aller chercher des bières, hein. Tu me ramènes un truc à boire, ça me serait bien. Ah, ça, je vais t'en ramener, ouais. Le nœud pape, la fleur. Moi, je suis bien. Le défilé se transforme rapidement en une orgie de bière et d'alcool. Les étudiants sont surexcités. La légende veut qu'à Coimbra, ce jour-là, on consomme autant d'alcool qu'à Munich lors de la fête de la bière. Seulement ici, on les vide un peu différemment. Incroyable, je pense. Irrationnel, déjanté. Une cérémonie déjantée et des accidents prévisibles. Un peu plus loin, dans le cortège, les secours... Il est emmené d'urgence à l'hôpital. Les secouristes vont intervenir 22 fois ce jour-là. Avec l'alcool, les esprits s'échauffent un peu plus bas dans le cortège. Quelqu'un vient de mettre le feu à ce char. Les décorations en papier crépon s'enflamment instantanément. Le chauffeur est encore à l'intérieur de la cabine. Les étudiants paniquent. Ils tentent d'éteindre l'incendie avec les moyens du bord, leurs capes et leurs cannes. Les pompiers interviennent. C'est le 4e char qui brûle aujourd'hui, mais les secours ont l'habitude. À Coimbra, ces débordements se répètent à chaque fête étudiante. Mais le moment le plus tendu, c'est la rentrée universitaire. 4000 étudiants de la faculté de Porto envahissent la vieille ville. Ils sont là pour la prache. La prache, c'est le bizutage en portugais. Les premières années, aux couleurs de leur filière, sont là pour se faire bisuter par les deuxièmes années, en costume traditionnel noir. Thomas et Sarah, nos bordelais de Sciences Po, ne sont pas surpris par l'ambiance. Les bisous doivent obéir aux secondes années, aux troisième années, et doivent forcément faire ce qu'ils leur demandent. C'est un peu une espèce d'esclavage moderne. Si la plupart des ordres donnés par les deuxièmes années tiennent surtout de l'exercice physique, certains sont un peu limites. Des scènes inimaginables en France, où la loi interdit ces pratiques dégradantes. C'est un peu humiliant, je suis d'accord, mais enfin bon, c'est le jeu. Et ils ont choisi d'y participer, alors il faut le faire jusqu'au bout, sachant qu'après, c'est eux qui humilieront les autres, ça va. Pour faire obéir les bisous, les anciens ont imaginé un code avec une cuillère en bois. C'est le symbole de notre autorité au niveau du code du bizutage. Celui qui la porte s'appelle la cuillère. Il donne des ordres aux bisous rien qu'avec la cuillère. Se lever, se baisser, etc. Et effectivement, ça marche. Les bisous reproduisent exactement les mouvements de la cuillère en bois.
Ce système peut même les faire chanter. Curieusement, les bisous ne se plaignent pas et certains y voient même une forme d'apprentissage pour leur avenir. Participer au bizutage, c'est un grand moment de notre vie. Cela nous prépare également pour la vie professionnelle, comme d'obéir aux plus anciens qui seront peut-être nos patrons. Étonnant discours de soumission. Sarah est franco-portugaise. Elle a passé une partie de ses études ici et contrairement à ses jeunes filles, elle a mal vécu ces situations vexantes. Ce qui me gênait surtout, c'était le côté de l'autorité des anciens sur nous. Parce qu'on était au lycée, donc on arrive ici et tout d'un coup, on sent qu'on n'a plus de personnalité, on n'est plus des personnes, on est juste des étudiants, des bisous. C'est vrai que ça peut déraper et devenir une mauvaise chose. Les mauvaises choses ou les dérapages, c'est le soir que nous les verrons. La nuit, la fête se transforme en gigantesque festival rock. Les bisus sont toujours encadrés par les deuxièmes années. Ils doivent garder le regard baissé et se montrer totalement soumis aux hommes en noir. Arrêtez de bouger là au milieu. Attentif. Tout le monde se serre. Tout le monde se serre. En avant. Attentif, attentif. L'homme à la cuillère, lui, vérifie que les bisus sont toujours obéissants. Des humiliations pratiquées sous couvert de tradition, pas de violence physique, mais une emprise morale des aînés sur les bisus, qui parfois peut aller très loin. Sur Internet, on trouve beaucoup de scènes de bizutage spectaculaires. Difficile de savoir dans quel contexte elles ont été tournées. La plupart viennent de l'étranger. Certaines vidéos sont plutôt bon enfant. D'autres sont d'un goût plus que douteux. Et d'autres encore sont carrément insupportables. Des images de bizutage extrême, filmées par les étudiants eux-mêmes. Mais que dit la loi en France? La loi interdit de faire subir à une personne des actes humiliants ou dégradants, que cette personne soit consentante ou non. Les peines peuvent aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Le bizutage étant devenu un délit, il aurait dû disparaître en France. Pourtant, nous allons voir que c'est loin d'être le cas. Nous sommes à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Romain, de la liste rose, est le nouveau président du bureau des élèves. Enchanté, Romain. Ce soir, c'est l'intégration des premières années. Et qui dit intégration, dit aussi bizutage. Bienvenue. On le sait forcément qu'il y aura un peu de bizutage, mais on nous a dit que c'était juste gentil et c'est plus un test histoire de dire qu'on a fait un bizutage plutôt que de faire un truc... Ah putain. Le bizutage ici, c'est d'écrire au marqueur sur les visages des nouveaux. Je fais un cadre, hein, c'est mieux. Ça se passe bien. Vas-y, vas-y. Voilà. Comment ça se passe? Ah, pour l'instant, j'en ai pas mal là déjà. Mais bon, ça va. Quand on se prête au jeu, ça va quoi. Les mecs ils disent bienvenue à l'IPAG, ils te le font. Bon. Certains se laissent faire, d'autres sont résignés. Faut bien s'amuser, hein, si vous voulez. Ça drôle? Non. Non, mais c'est pas le public. Hein. C'est pas le public. Dans les écoles de commerce, ça se passe comme ça. Donc, tout le monde passe par là et puis un jour, ce sera nous qui le ferons à d'autres. C'est un peu un passage obligé? Bah, j'ai l'impression, ouais. Il y en a par contre qui ne sont pas trop d'accord. Bon, on va pas les forcer, c'est vrai que dans l'idée, c'est un peu con de tailler la tête des gens au marqueur. Donc voilà, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Quoi. Faut avoir un peu de caractère, faut s'approcher, merde. Moi, on me frotte sur leur pas la tête, c'est tout. Ils se lâcheront pas, on se prend une lettre d'avocat en pleine gueule et ça sera réglé. On ne touche pas. À l'extérieur, c'est un peu différent. Les anciens semblent avoir trouvé des étudiants qui se prêtent au jeu avec enthousiasme. C'est un bon bisu. Il va bien porter l'IPAG. Ouais. Hein, aucun problème. Donc voilà, bisu Greg, on m'a repéré. Et voilà, les 4e années, les 2e années, tout le monde. Et plus la soirée avance, moins il y a de place sur les bisus. Moi, j'aime l'IPAG. Mec, on avait dit qu'on passerait ce soir. Marquer le corps de l'autre, un rite tribal, pratiqué ici au feutre indélébile. Mais cela peut déraper. En septembre dernier, à la faculté de Paris-Dauphine,
c'est avec une capsule de bouteille qu'un étudiant a écrit sur le dos d'un bisu des scarifications. L'affaire a fait scandale, une enquête est en cours. Mais ici, on s'en tient au marqueur. C'est une bonne année qui commence. Mais bon, pourquoi le vivre comme un malheur? Moi je suis content d'être là ce soir, on se marre bien et puis l'année prochaine ce sera notre tour, on se vengera. Se venger, c'est ainsi que les traditions se perpétuent. Les bisutés deviendront plus tard les bisuteurs. C'est ainsi qu'à chaque rentrée, les fameux week-ends d'intégration sont le point d'orgue de la fête, mais aussi des bisutages. Une semaine s'est écoulée depuis la soirée d'intégration. Aujourd'hui, les jeunes de l'IPAG, l'école de commerce, s'apprêtent à partir en week-end d'intégration. Il est organisé chaque début d'année et c'est la hantise des parents qui imaginent ces séjours comme des séances de bizutage collectif. Moi au début ma mère m'a dit ouais le week-end d'intégration j'en ai entendu parler. Elle a peur qu'ils nous force à faire des choses alors qu'on n'est pas du tout forcé. Hein. Ceux qui veulent pas faire ils le font pas. Même moi j'avais un peu peur au début parce qu'on voit tellement de trucs sur internet où ça finit tellement mal que voilà. Mais bon là c'est l'IPAG, c'est bon enfant. Donc voilà, on va pas se faire humilier ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, j'espère quoi. Sur le trottoir va se jouer une scène surprenante. L'IPAG s'est assuré le service d'une entreprise de sécurité qui va encadrer le week-end. Leur première mission, fouiller les bagages. Ils sont en train de vérifier les sacs pour pas qu'il y ait de drogue, d'alcool et autres ustensiles, je dirais, dangereux. Cette fouille ne signifie pas que les étudiants ne boiront rien. Mais les organisateurs ont prévu une quantité limitée d'alcool et personne n'a donc le droit d'en apporter en supplément. Pourquoi vous avez senti? Pour voir s'il n'y avait pas d'alcool à l'intérieur. L'IPAG, finalement, ne cherche pas à interdire l'alcoolisation de ses étudiants. Elle a fait le choix de l'encadrer. On va le faire, sinon ça sera trop long. Une école où le directeur est d'une franchise assez peu courante. Le week-end d'intégration, c'est une forme de bizutage un peu caché. C'est le ministre qui dit ça d'ailleurs. Bien sûr, je pense que c'est vrai, mais pourquoi dire qu'elle est cachée? Alors si par bizutage on entend des pratiques qui seraient, qui violeraient la loi, qui seraient violentes, humiliantes, dégradantes, on interdirait, nous, pour notre part, le week-end d'intégration. Tout au long de l'année, l'IPAG a accepté de nous ouvrir les portes. Mais ici, nous ne sommes pas les bienvenus. C'est le camping où se déroulera le séjour qui a refusé notre caméra. Est-ce que tu sais qu'on n'a pas le droit de venir? Vous n'avez pas le droit de venir? C'est une blague? C'est vrai? Vous n'avez pas le droit? Ah mince. Dans certaines écoles, il y a eu vraiment beaucoup de débordements, donc c'est vrai qu'ils ont un peu resserré la vis et ils ont dit ils ont vraiment réglementé les week-ends d'inté et ça m'étonne pas que le propriétaire ait dit non pour que vous veniez. Quoi. On embarque pour le week-end d'intégration. Les étudiants, néanmoins, ont accepté de se filmer avec une caméra que nous leur avons confiée. Le directeur a même donné son autorisation pour que les élèves nous montrent les images à leur retour. Mais tous les chefs d'établissement n'ont pas la même attitude face au week-end d'intégration. À Lille, les responsables de la fac de médecine ont peur des dérapages. Laure, la présidente de l'intégration, a dû annuler leur week-end. Elle a reçu une mise en garde du doyen pour interdire la consommation d'alcool et toute pratique de bizutage. Et pour appuyer sa menace, le doyen a envoyé la copie de sa lettre à la police. Notre doyen m'a fait une lettre et l'a joint à la préfecture. On a été obligé de prendre une décision, c'était la décision d'annuler parce qu'on était sûr d'avoir un contrôle de police cette semaine. Parce que moi, ce que j'encourais, c'était quand même 90 000 euros d'amende et de la prison avec sursis. Prison avec sursis, c'est rayer des études de médecine. Donc je ne pouvais pas me permettre de continuer, de faire le week-end en sachant que j'ai engagé mes études médicales. C'est donc face à des responsabilités trop importantes que Laure a fini par jeter l'éponge. Ce matin, les étudiants sont remontés contre leur doyen. Ils ont prévu un geste fort pour son discours de pré-rentrée. Ou vous vous calmez immédiatement, ou on annule la pré-rentrée.
vous le savez, les bizoutages sont interdits et sanctionnés par la loi pénale. C'est du passé, ça n'est plus acceptable dans notre société actuelle, et j'ai tenu à mettre en garde solennellement vos responsables étudiants. Si quelqu'un a des remarques à formuler, qu'il se lève et qu'il les fasse. Ne dites pas que c'était fait juste pour nous prévenir solennellement. Je vous remercie, vous êtes quand même le premier doyen de France à avoir donné vos étudiants à la préfecture. Les étudiants ont le sentiment d'avoir été trahis par leur doyen, qui pourtant n'a fait que leur rappeler la loi. Ils ne comprennent pas que l'on puisse les empêcher de vivre leur tradition. Mais ce n'est pas uniquement pour interdire le bizutage que l'administration a mis en garde ses étudiants. Ici, les professeurs sont avant tout des médecins, ils connaissent les vrais risques. Le danger, c'est l'alcool, que ce soit l'intégration ou quelle que soit la soirée. Le danger, ce sont les soirées où sont amenées de grandes quantités d'alcool. Très honnêtement, je préfère avoir le mauvais rôle que de me réveiller le lundi matin en apprenant qu'un de nos étudiants, parce qu'il avait trop bu, est décédé. Un discours alarmiste ? Pas vraiment. Depuis quelques années, l'intégration en médecine passe aussi par la découverte des bars de la ville, ou plus précisément ceux de la rue de la Soif, un quartier où sont concentrés une quantité impressionnante de bars. Chaque soir, les étudiants des différentes écoles se retrouvent ici. Les bières s'enchaînent, l'alcool est omniprésent. Pour éviter les débordements, la police tente de faire respecter la loi. Les hommes du commissaire Valentin ont pour mission d'empêcher la consommation d'alcool dans la rue. Bonjour. C'est interdit de boire de l'alcool sur la voie publique, vous pouvez vider ça par terre. D'accord. Sinon, c'est une infraction. Si la plupart des jeunes consomment des bières vendues par les bars, d'autres apportent carrément leur propre bouteille d'alcool fort. Ah, c'était du whisky. Bon. Un peu plus loin dans la rue, une jeune fille a fait un malaise. Elle est allongée sur le trottoir. Elle est fortement alcoolisée, elle est dans son vomi. Bon. La police n'est même plus surprise de cette situation. Des images inquiétantes, mais il y a encore plus grave. À quelques mètres de la rue de la Soif, il y a le canal de la Deule, une rivière dont les berges ont été aménagées. Un vrai piège. En cas de chute, impossible de remonter. Depuis un an, 4 jeunes Lillois y ont perdu la vie. Le corps de Loïc d'Andrieux a été repêché à la mi-journée dans le canal de la Deule. Le 25 février 2011, le corps de Jean Mériadec Le Tarnec, lui aussi étudiant à Lille, est retrouvé dans le canal. 2 jours plus tôt, c'était celui de Thomas Ducrot. Et en octobre 2010, celui de John Annie. Point commun entre les 4 victimes, un taux très élevé d'alcool dans le sang. Ils arrivaient tous du même quartier, celui de la rue de la Soif, là où tant d'étudiants passent leur soirée à boire. Comme Charles Quemin, 19 ans. Ce 1er septembre 2009, c'est la soirée de rentrée de son école de commerce. Mais pour Charles, la fête est un peu gâchée. Il redouble sa première année. Alors, pour ne pas y penser, il boit beaucoup trop. Vers 3 h du matin, il quitte précipitamment le bar, ivre, et ne donne plus aucune nouvelle. Les parents de Charles, Thierry et Jocelyne Quemin, sont fous d'inquiétude. Ils craignent le pire, ils lancent un avis de recherche. Quand un gamin disparaît et que vous connaissez en tant que parent votre enfant, vous savez que s'il a disparu, il y a quelque chose. On a des moments d'angoisse très forts et vous vous trouvez impuissant. Donc il faut prendre les choses en main. On a cherché Charles partout, nuit et jour, dans chaque bosquet, dans les descentes, les escaliers des immeubles, dans les caves. Et chaque jour qui se passe est un jour de plus d'inquiétude parce que le gamin ne réapparaît pas, vous multipliez la dynamique de recherche et vous n'avez pas de remontée. Et c'est une angoisse forte.
et qui est difficilement descriptible. Au cours de leurs recherches, les parents de Charles découvrent l'ampleur de l'alcoolisation des étudiants. On a vu des gamins qui ont tous le même profil, totalement ivres, des jeunes filles aussi, sur les trottoirs, en train de vomir, boire. Mais mince, on sait que c'est comme ça. Tout le monde ferme les yeux. Le père de Charles a un pressentiment. 4 jours plus tard, le corps de son fils est retrouvé dans la Deûle. Il avait un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. La police a conclu à une noyade accidentelle en lien avec un état dépressif. Mais le père de Charles a des doutes. Depuis la mort de son fils, 4 autres étudiants se sont noyés dans les mêmes circonstances. Est-ce que quelqu'un les pousse? Est-ce qu'ils tombent? La multiplicité des cas me fait au moins me poser la question. Il faudra encore combien de gamins pour qu'on mette soit une caméra à cet endroit-là, soit une surveillance, et qu'on essaie de savoir ce qui s'y est passé. Depuis la mort de Charles, chaque nouvelle victime ravive la même douleur. Dans le quartier de la rue de la Soif, rien n'a changé. Les étudiants sont toujours aussi nombreux à s'alcooliser. Les enquêteurs pensent que c'est la seule raison de ces drames. Au niveau policier, nous on reste convaincus que c'est la faute de l'alcool. C'est la faute de l'alcool et aussi de l'imprudence. Hein. Mais c'est pas la faute d'un rôdeur parce que des enquêtes ont été faites. Il n'y a aucun élément qui permet d'aller dans le sens de quelqu'un qui aurait poussé des jeunes dans la Deûle. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce qui s'est réellement passé sur les bords de la Deûle. Une seule chose est certaine, toutes les victimes avaient beaucoup trop bu. La municipalité a décidé de renforcer la sécurité du canal en posant des cordages le long des berges. Une mesure qui paraît bien dérisoire. Ces drames ont poussé le doyen de la faculté à mettre en garde Laure, la présidente de l'intégration. Au final, un week-end annulé et un autre où notre caméra n'est pas la bienvenue. Mais que se passe-t-il vraiment lors de ces week-ends d'intégration ? Nous décidons d'infiltrer un week-end de l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses de France, celle qui continue d'organiser des open bars au mépris de la loi. À peine avons-nous sorti notre caméra que le responsable du bureau des élèves nous écarte du groupe. Il nous demande d'arrêter de filmer et d'effacer nos images. Notre caméra cachée prend le relais. Les étudiants sont méfiants et s'il n'y a pas d'alcool sur le quai, le train qu'ils s'apprêtent à prendre n'est pas vraiment comme les autres. C'est un train de nuit spécialement réservé pour le BDE de l'école. Les élèves commencent son chargement. Alcool, matériel de sono, de quoi transformer ce train en boîte de nuit. 3 wagons vont être aménagés en piste de danse. Le contrôleur nous indique la destination du train, Bordeaux. Les jeunes embarquent, l'accès au quai est interdit, impossible de monter à bord. Ce train disco, comme l'appellent les étudiants, est devenu au fil des années la première étape du week-end d'intégration de cette école. La destination, c'est ce camping, près d'Arcachon. Durant les festivités, il reste accessible à la clientèle non étudiante. À l'intérieur, des mobil-homes. Nous nous installons au milieu des jeunes. 519 étudiants ont pris leur quartier et ce matin, la plupart d'entre eux se reposent à la piscine. La nuit a été longue. Et du genre... Carrément open bar? Ouais, carrément. Ici, l'objectif est clairement affiché. Boire de l'alcool et faire la fête. La suite de la journée, c'est un apéro mousse avec DJ et bière à volonté. L'alcool sert à désinhiber les plus timides
et facilitent les rencontres. Ces week-ends d'intégration sont censés souder une promo. Ici, les jeunes étudiants sont incités à se lâcher. Cris, chansons paillardes et alcool. Parfois, certains vont même un peu plus loin. La suite de la soirée, le camping se transforme en boîte de nuit. Sur le site, nous ne voyons aucun secouriste, ni Croix-Rouge, ni protection civile. Par contre, au bar, alcool à volonté, personne ne paye, c'est encore une soirée open bar. Un peu plus tard dans la nuit, la soirée se termine, les étudiants finissent leur verre. Pour certains, le retour au mobil-home est un peu délicat. Il y a un problème? Non, non, il est juste entre deux, on va le coucher. Le lendemain matin, les étudiants se préparent déjà à partir. Le réveil est difficile, mais malgré l'alcool à volonté, aucun accident grave. Un week-end finalement assez calme pour des étudiants aussi méfiants. En les interrogeant, nous comprenons vite que des consignes ont été données. Il y a eu des dérives, donc maintenant, faites attention. On a été bien prévenus par des experts même. Prévention sur l'alcool, pour tout ce qui est week-end d'intégration, bisutage, tout ça, il y a toujours eu des dérives. Donc comme on sait que certaines écoles de commerce peuvent être un peu sous les spotlights des journalistes, essayer d'éviter de donner une mauvaise image de l'école. Ces étudiants ont bien maîtrisé leur image, mais en revanche, ils ont organisé leur week-end d'intégration au mépris de la loi. Allez. Dans cette école, on ne semble pas avoir compris que l'open bar était interdit en France. Du côté du week-end d'intégration de l'IPAG, l'école de commerce de Saint-Germain-des-Prés, voici donc les images que les étudiants nous ont données. Le numéro 35, s'il te plaît. Sur cette vidéo, les petits nouveaux, ceux qui sont assis, sont bizutés par les anciens en combinaison de couleurs. Romain, de la nouvelle équipe du BDE, s'occupe de l'animation. C'était sportif, mais ça fait du bien. Ils vont courir et ils vont faire un petit parcours du combattant un peu glissant. Nous ne savons pas s'ils ont choisi de nous cacher certaines scènes. Et pourtant, certaines images vont nous surprendre. L'école a recruté pour l'occasion 15 vigiles pour assurer la sécurité. Ils sont juste derrière les jeunes. La bagarre entre les bisous et les anciens va se régler avec de la farine et des œufs. Entre défouloirs collectifs, brimades et humiliations, ces images peuvent déranger. Lors de ce week-end, il n'y aura ni coma éthylique, ni blessés, ni plainte d'étudiants. Bisous et anciens ont même fini par trouver une cible commune. L'autorité représentée ce jour-là par les vigiles.